Bonjour à tous. Alors, merci d'être nombreux. Donc, on va vous présenter un petit peu la façon dont on a construit les cafés littéraires cette année. On a fait quelques nouveautés. En fait, il y a Déborah, Juliette et moi. Donc, on a essayé de faire un programme jeunesse un peu sympathique qui puisse répondre à toutes les attentes des jeunes, que ce soit l'identité, le corps. Et Antoine, il n'est pas là, mais il sera là tout à l'heure. Voilà, et on a invité aussi une autrice. En fait, déjà, le café littéraire va y en avoir 4 aujourd'hui. Donc, il va y avoir Annie Heurtier pour son livre Sweet 16. Après, à 3h, Ryan Gatsis pour Le Système, Émilie Prophète pour Les Villages de Dieu et Angéline Boulet pour Une dose de rage. On a invité en fait Anne-Lise parce que son roman Sweet 16, qu'elle a écrit en 2013, si je ne m'abuse, 11 déjà. L'édition, exact, tout à fait, l'édition poche. C'est un des romans quand même qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, ce qui pour un roman en jeunesse, c'est quand même un sacré succès, c'est pas mal. Et en fait, elle était complètement dans le thème des voix d'Amérique. Et nos cafés littéraires, ils sont préparés, en fait, c'est intergénérationnel avec les seniors qui sont là, qui aident les jeunes à préparer leur café littéraire. Et on veut donner en fait une nouvelle vision. En fait, vous avez la plupart du temps, vous n'êtes pas forcément interviewé par des jeunes, mais en fait, vos lecteurs, c'est les jeunes. Et du coup, on se dit que c'est quand même sympa que certains des auteurs invités ici soient aussi interviewés par des jeunes, comme l'autre café littéraire. Et cette année, comme nouveauté, en introduction, on aura une petite lecture de Mathilde Viseux, qui est comédienne et qui nous fait l'honneur de nous accorder 2 jours de son temps pour nous faire des lectures. Merci beaucoup. Et puis, je vais laisser Juliette vous présenter, puisque Anise, donc, elle écrit des romans jeunesse. Le dernier, c'est Des sauvages et des hommes. Elle s'inspire de faits réels. Elle part de faits réels la plupart du temps. Là, en l'occurrence, Sweet 16, c'était dans les années 60, fin des années 60, 57. C'est le lycée en Arkansas où 9 jeunes de couleur noire vont intégrer le plus prestigieux lycée blanc, et c'est l'intégration de ces jeunes. Après, je vais laisser Lily, en fait, elle va tout vous expliquer. Et Juliette, elle va faire une petite introduction de Lily pour qu'Annie sache qui l'interviewe. Merci Valérie. Et du coup, bienvenue à tous. Donc effectivement, ça va être Lily aujourd'hui qui va interviewer Anne-Lise. Donc Lily, jeune collégienne de 13 ans, qui étudie en 4e au collège Saint-Exupéry. Elle est évidemment passionnée de littérature depuis toute petite, plus particulièrement, je crois, des romans fantastiques et des mangas. Bon, ce ne sera pas le thème aujourd'hui, mais... mais elle aura quand même fait l'exercice. Voilà, elle est aussi musicienne, sportive, et puis elle voyage beaucoup grâce à ses 2 parents qui sont d'origine vietnamienne. Donc voilà, je laisse la parole à Lily et à Anne-Lise. D'abord à Mathilde, il me semble, pour la lecture. Et puis, bon café littéraire à tous. Merci. Molly, n'oublie pas, Dieu est avec toi, chuchota Chérie à sa petite fille. Sous le porche de la maison, Molly embrassa sa grand-mère. L'inquiétude se lisait dans le regard cerné de la vieille femme, mais elle essaya de ne pas y penser. La nuit avait fini par s'en aller. Le grand jour était arrivé. Elle descendit les marches pour rejoindre la voiture. Même si elle s'était promis de ne pas regarder, ses yeux furent automatiquement attirés par le coin de pelouse où la croix avait été plantée. La nuit précédente avait été pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Le parpaing, les flammes, les visages horrifiés des voisins, les sirènes hurlantes et les « Putain, mais on vous l'avait pourtant dit, vous voulez tous nous tuer ou quoi ?» On se serait cru dans un film. À 2h du matin, les pompiers avaient finalement éteint le feu et démonté la croix, pendant que Molly essayait de boire une infusion de cannelle et de bleuet, prostrée dans la cuisine, en compagnie de Maxine Tate et d'autres membres de la NAACP. Tous tentaient de relativiser. Ce n'était que de l'intimidation. Personne ne leur ferait rien. Leur célébrité médiatique leur garantissait une sécurité certaine. Même sa grand-mère semblait partager leur opinion. Dieu était à leur côté. Il ne les laisserait pas tomber. Molly ne savait pas ce qu'elle aurait fait s'il n'avait pas été là, confiant et déterminé, à décider pour elle, à lui donner l'impression qu'elle pouvait tout changer.
Quand l'aube avait pointé, elle avait pu s'endormir, légèrement apaisée. Molly détourna son regard de la trace noire. Combien de temps la pelouse mettrait-elle pour repousser ? Peut-être pourrait-on mettre de l'engrais ? Elle ouvrit la portière de la Pontiac de sa mère. Erin l'attendait au volant, un faible sourire au coin des lèvres. Elle avait soigneusement lissé ses cheveux en arrière, ce qui rendait ses pommettes encore plus saillantes. « On y va ? Tu es toujours décidée ?» Molly hocha la tête. Maxine Tate en avait parlé toute la nuit. Rosa Parks, Montgomery, les marches de la liberté. Le mouvement était lancé, rien ne pourrait l'arrêter. Aussi angoissantes qu'elles soient, les menaces et les manœuvres d'intimidation étaient normales. Elles montraient que la voie du changement était tracée. Ce n'était pas le moment d'abandonner. Prudente, Erin ajouta « Tu sais, si tu changes d'avis, je ne t'en voudrais pas. » Molly inspira un grand coup et répondit « Je suis prête. On y va. Vas-y, démarre. » Alors que le moteur ronflait, la jeune fille pressa le bouton de la radio. Plusieurs centaines de citoyens sont déjà rassemblés devant le lycée central. Aux cris de protestation se mêlent les injures et les drapeaux de diverses associations venues défendre leurs droits. La Ligue des Mères Blanches est particulièrement bien représentée avec Erin coupa la retransmission. On n'a pas besoin d'entendre ça. Maman, regarde, murmura Molly, la tête tournée vers l'extérieur. Depuis le trottoir, les habitants du quartier regardaient passer la Pontiac des Costello, le visage grave. Les femmes tenaient leurs petits serrés contre leurs jupes. Les hommes restaient sans bouger, les mains enfoncées au fond des poches. Une vraie caricature. En apercevant les visages plus familiers, Molly tenta quelques saluts de la main que personne ne lui retourna. Pourquoi l'observait-on comme ça ? Tout le monde ne la voyait donc que comme une coupable, une folle dangereuse. Personne dans cette ville n'avait envie de faire bouger les choses. Personne n'avait entendu parler du pasteur Martin Luther King. En y réfléchissant bien, il est vrai que ceux qui lui donnaient encore raison n'étaient pas si nombreux. La plupart avaient peur des représailles. Même Susanna ne donnait plus signe de vie. L'employeur de sa mère l'avait mise en garde. S'il continuait à témoigner un quelconque soutien au Costello, son emploi ne serait plus garanti. Avec 6 bouches à nourrir, les parents de Susanna avaient vite tranché. À l'approche du lycée, la voiture fut quasiment stoppée. Comme s'il l'avait annoncé à la radio, un important embouteillage paralysait l'avenue. Un retentissant concert de klaxons l'accompagnait. « C'est fou !» cria Molly en avisant certaines plaques d'immatriculation. « Il y a même des gens qui viennent du Texas. » Erin hocha la tête. Jamais elle n'avait vu pareille affluence dans les rues de Little Rock. Elle espéra que certains avaient fait le déplacement pour les soutenir. Statistiquement, l'hypothèse était probable, non ? Elle s'arrêta derrière une file de voitures, stationnée sur un terre-plein. « Garons-nous ici, le lieu de rendez-vous n'est pas si loin, nous pouvons marcher. J'ai l'impression que de toute façon, nous n'irons guère plus loin. » Molly et sa mère descendirent de voiture. En posant son pied sur le bitume, Molly sentit ses intestins se tordre. Comment la journée allait se passer ? Qui allait les accueillir au lycée ? Dans quelle classe serait-elle affectée ? Serait-elle avec Sincerity et Madeleine ? Le principal Thompson ne s'était pas particulièrement étendu sur les détails pratiques, ceux dont on a besoin pour se rassurer et que l'on n'ose jamais demander de peur de paraître ridicule ou trop terre-à-terre. « Molly, tu viens ? » Bonjour à tous, merci d'être venus. Pour commencer, j'avais une question pour vous. Je voulais vous demander pourquoi avez-vous choisi d'écrire pour la littérature jeunesse ? Alors j'ai pas vraiment choisi la littérature jeunesse en fait. Disons que ça s'est fait comme ça. Donc bon, alors là il faut que je raconte comment je suis devenue écrivain. Je suis partie pour 20 minutes, hein, je vous préviens. Moi, j'ai toujours aimé lire
et écrire depuis que je suis toute petite. Vraiment, c'était vraiment mon activité préférée, à tel point que mon papa était un petit peu inquiet parce qu'il trouvait que je ne regardais pas assez la télé. À l'époque, on n'avait pas d'écran comme maintenant, on avait comme seul écran la télé. Et je me rappelle que mon père avait dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'elle a, cette petite elle est toujours dans ses livres, est-ce que c'est bien normal? Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui seraient contents d'avoir un enfant comme ça plongé dans les livres. Et donc, j'adorais ça. Et en fait, avec le recul, je me dis que peut-être ce que j'aimais dans la lecture, c'est que j'ai l'impression que quand on lit, finalement, on est très puissant parce qu'on va créer quelque chose qui sera unique et qui n'appartient qu'à nous. Quand on regarde un écran, quand on regarde la télé, quand on regarde un film, ce que vous voulez, tout est déjà fait en fait. Et on est très passif. Et quand on lit, finalement, on est créateur de quelque chose. On fait une équipe avec l'écrivain. Et ensemble, l'écrivain et le lecteur, ils fabriquent un monde qui n'appartient qu'à eux et qui est unique. Et en fait, je trouve ça incroyable de penser à ça. Parce que... mettons que, alors Sweet Sixteen, il s'est vendu à 100 000 exemplaires. En moyenne, un livre, il est lu 5 fois. Donc, mettons que 500 000 personnes l'ont lu. Eh bien, il y aura eu 500 000 Sweet Sixteen différents qui ont été créés par des cerveaux différents. Et en fait, je trouve ça fou, complètement fou. Et je pense que c'était peut-être cette idée de puissance qui me plaisait quand j'étais petite, à mon avis. Donc voilà, je lisais beaucoup et j'aimais beaucoup écrire aussi. Je me rappelle que j'adorais le jour de la rédaction à l'école. Et je pense que j'étais bonne parce que j'avais des bonnes notes en rédaction. J'avais des très bonnes notes, chose que je n'avais pas forcément en mathématiques, par exemple. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a quelque temps, une dame m'a contactée sur Facebook et c'était la maman d'une de mes copines avec qui j'étais en CM1. Et elle me dit, oh là là, Anne-Lise, j'ai trouvé des vieux cahiers de Judith, donc c'était sa fille, ma copine, et dedans, tu as écrit des histoires et des poèmes. Et donc, elle me fait des photos. Et j'ai regardé, et je me suis dit, oh, non mais c'était bien quand même ce que j'écrivais quand j'avais 9 ans. Donc, je suis allée montrer ça à mes gamins, en leur disant, tenez, voilà ce que je faisais à votre âge. Donc bien sûr, ils ont haussé les yeux comme ils font tout le temps, enfin bref. Donc tout ça pour dire que voilà, c'était quand même mon truc, l'écriture et la lecture, mais j'ai jamais fait vraiment d'études dans ce domaine-là. Et puis ça n'a jamais été un but pour moi d'être écrivain, parce que je pense qu'à l'époque, ça faisait pas du tout partie du champ des possibles. C'était pas du tout un métier en fait. Déjà maintenant, ça les limite, mais alors à l'époque, c'était encore pire. Et en fait, moi, quand j'étais petite, les livres que je lisais, c'était des livres des auteurs américains. Et puis après, quand on passait au collège, c'était tout de suite les classiques en fait qu'on lisait. Zola, Maupassant, il n'y avait pas de littérature jeunesse ou young adulte comme il y a maintenant. Donc, je me suis jamais projetée dans un futur d'écrivain, tout simplement parce que pour moi, les écrivains, ils étaient soit étrangers, soit morts. Donc, c'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé. Et donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça. J'ai fait un bac scientifique parce qu'on m'a dit que les maths, c'était mieux. C'était un peu comme ça à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Et puis après, quand il a fallu choisir l'orientation post-bac, je ne savais pas tellement quoi faire, je n'avais pas de vocation. Et donc, je suis allée voir ma conseillère d'orientation qui m'a dit « Oh, mais toi, tu as des bonnes notes, donc il faut que tu fasses un gros diplôme ». Ce qui était quand même un petit peu idiot comme manière de concevoir les choses, parce qu'elle aurait plutôt dû m'aider à savoir qui j'étais et ce qui me plaisait dans la vie, chose que je n'étais pas capable de faire toute seule quand j'avais 16 ans. Et donc, comme j'étais une jeune fille assez docile, décidément, je lisais et j'étais docile, pas comme mes enfants. Comme j'étais une jeune fille assez docile, j'ai dit, bon, d'accord, je vais faire un gros diplôme, même si c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Et donc j'ai fait une classe prépa et ensuite une école de commerce. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était pas tellement mon truc en fait. Mieux vaut tard que jamais. C'est bête, mes parents avaient déjà payé. Donc je me suis rapidement réorientée dans le public et le parapublic. Voilà. Et là vous vous dites, mais c'est pas ça qu'on a posé comme question. Mais si, j'arrive à comment j'ai commencé à écrire pour la jeunesse. Et en fait, quand j'avais 25 ans à peu près, on a proposé à mon compagnon
de l'époque, qui est le même maintenant d'ailleurs, on lui a proposé d'aller habiter pour son travail à Tahiti. Donc là, franchement, on était jeunes et frais et sans enfants. Donc on a tout laissé tomber et on est parti habiter sous les cocotiers. Et franchement, c'était trop, trop bien. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur Tahiti parce que sinon, je suis partie pour 3 heures. Mais disons que Tahiti, les cartes postales, c'est pas un cliché, c'est comme ça en vrai, quoi. Donc, c'était vraiment super génial. Et là-bas, j'avais pas d'enfant à l'époque, mais j'avais une petite nièce qui habitait en France, en métropole. Et je lui envoyais souvent des cadeaux de Tahiti, donc des coquillages, des petites perles, de l'artisanat tressé, des choses comme ça. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé d'écrire une histoire pour inventer l'origine du cadeau. Et en fait, ma filleule, elle avait 8 ans à l'époque, 8-9 ans, elle était très girly. Donc moi, je faisais des histoires pour lui plaire, je faisais des histoires à paillettes, quoi, on va dire. Donc, si je ramassais un joli coquillage, je disais que c'était le coquillage de la princesse du lagon, et puis vas-y que je brode sur la princesse du lagon. Et en fait, je m'éclatais comme une folle à faire mes petites histoires. Et un jour, je demande à mon compagnon d'aller à la poste pour poster le paquet. Et il me dit, est-ce que je peux lire ? Et là, je me dis, c'est fou parce que parfois, il y a des trucs incroyables qui se produisent dans la vie parce que mon mari, il n'aime pas du tout lire. Et alors, lire un truc pour une gamine de 8 ans qui parle de princesse du lagon, c'était un petit peu fou quand même. Et donc, il a lu. Et après avoir lu, il me dit, oh, mais c'est bien ce que tu écris, tu devrais faire des livres pour les enfants. Et là, je l'ai regardé d'un air complètement incrédule parce que jamais de la vie, j'avais pensé à ça, quoi. Écrire des livres pour les enfants, c'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé ou même quelque chose qui me faisait envie. Et puis après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, en fait, pourquoi pas ? Déjà, j'ai pas besoin de diplôme, j'ai pas besoin de formation. Et puis en fait, j'adore écrire, donc pourquoi pas essayer ? Puis il y avait aussi le petit côté un petit peu orgueilleux, j'ai envie de vous dire. Moi qui adorais lire, imaginer que je pouvais avoir mon nom sur un livre, c'était complètement dingue. Donc je me suis dit, allez, essayons. De toute façon, qu'est-ce que je risque ? Si ça marche pas, tant pis, une petite blessure narcissique, et je m'en remettrai. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai commencé par écrire des histoires pour des enfants de 8-9 ans. Et je faisais ça en plus de mon travail. Et en fait, très rapidement, je me suis sentie assez frustrée parce que le travail, un enfant, 2 enfants, je me suis arrêtée à 2, mais j'avais déjà plus beaucoup de temps pour écrire, en fait. Et j'avais envie d'écrire plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on est retourné habiter à Tahiti, j'ai de la chance, j'ai habité 2 fois à Tahiti. Quand on est retourné habiter à Tahiti en 2010, eh bien, j'ai décidé de ne pas rechercher de travail salarié et d'essayer de faire que de l'écriture, en plus de plongée sous-marine, bien sûr, et de danse tahitienne. Et en fait, je suis passée de 1 heure par semaine pour écrire à 5 heures par jour. Donc forcément, quand on a comme ça un laps de temps bien plus important, on fait autre chose. Et c'est comme ça que je suis passée d'histoires pour les plus petits qui demandent moins d'engagement et moins de recherche. Je suis passée à des livres comme Sweet 16 ou d'autres qui sont sur des sujets de société et qui nécessitent beaucoup, beaucoup de travail préparatoire. Voilà, tout simplement parce que j'ai eu plus de temps pour faire ce que je voulais. Et du coup, depuis 2010-2011, je fais ça à plein temps maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez décidé d'écrire sur ce sujet-là, sur le sujet du racisme et tout ça. Alors, on me pose souvent cette question de l'inspiration. Alors, je vais répondre un petit peu plus largement, si tu es d'accord. Et en fait, je fais souvent la même métaphore botanique pour expliquer d'où vient l'inspiration. J'explique que j'envisage mon travail un peu comme celui d'un jardinier, une jardinière, dont le travail serait de sélectionner des graines de fleurs à faire germer. Et les graines, en fait, elles sont partout autour de moi. Il y en a partout. Il suffit d'être attentif. Et il suffit d'ouvrir ses yeux et ses oreilles pour trouver des idées de romans. Et quand je rencontre des classes, je fais souvent le même petit exercice.
pour illustrer cette idée de dire qu'il y a des graines partout. Je bois un petit coup et puis je dis, vous voyez, ça c'est une graine qu'on peut faire fleurir. Parce que je viens de boire et puis peut-être que dans 5 minutes, je vais m'effondrer sur le sol dans des râles abominables parce que l'eau a été empoisonnée. Et là, je leur demande à tous d'essayer de trouver des scénarios pour expliquer pourquoi l'eau a été empoisonnée, qui veut tuer l'auteur, pour quelle raison. Et en fait, c'est super marrant parce que ça marche très très bien. Et on part à chaque fois sur des 20 minutes, une demi-heure, et ils sont tous à lever le doigt en train de dire c'est la prof doc qui est jalouse, c'est tel autre prof qui est amoureux de vous quand il était jeune et vous l'avez laissé tomber, donc il vous empoisonne. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a plein d'idées et qu'il suffit de tirer le fil dans son esprit et on trouve des choses à dire. Parce qu'en matière d'imagination, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de choses justes ou de choses fausses comme en mathématiques. En matière d'imagination, on peut faire tout ce qu'on veut. Et tout est juste, tout est légitime, tant qu'on arrive à faire tenir debout les choses. Donc mon travail, c'est de chercher ces petites graines à faire germer. L'idée, c'est de trouver des fleurs qui vont être un peu différentes ou un peu, voilà, qui ont quelque chose de particulier parce que ça sert à rien de faire les mêmes que les autres, tu vois. Donc l'inspiration, elle est vraiment partout autour de moi et je crois que depuis que je suis autrice, j'essaye de plus d'être ouverte au monde qui m'entoure. Donc je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts. Je m'intéresse à ce que mes enfants me disent avec l'arrière-pensée, de me dire tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à tirer dans cette question-là ? Donc voilà, c'est finalement être en éveil un petit peu tout le temps. Et pour Sweet 16, puisque c'était ta question, au départ, l'idée c'était simplement une lecture. J'ai lu un livre qui est très connu, qui s'appelle La couleur des sentiments. J'avais adoré ce livre, mais vraiment. Et je me rappelle qu'après l'avoir refermé, j'avais envie d'être encore dans cette ambiance particulière des années 60 aux États-Unis. Parce que je crois que ce que j'aime dans la lecture, comme dans l'écriture, c'est le voyage, en fait, comme dans la vie aussi. Et j'adore être transportée dans des autres endroits et des autres époques. Et là, j'avais les deux, quoi. Et puis en plus, c'est une époque assez fascinante au niveau de la complexité de la société à l'époque. Je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant. Donc, j'allais pas relire le livre une autre fois. Donc, je me suis dit, tiens, soyons fous, t'as qu'à écrire une histoire qui se passe dans les années 60 aux États-Unis. Mais tu vois, au départ, je me suis pas dit, je vais écrire sur les 9 de Little Rock. Au départ, c'était une graine très, 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 très petite. C'était les années 60 aux États-Unis. Donc, j'ai fait ce que je fais à chaque fois que j'ai une idée, c'est que je commence à me documenter. Ça fait un peu un entonnoir, en fait. Et bien sûr, quand on s'intéresse aux années 60 aux États-Unis, il y a ce fond de thème de la ségrégation, c'est normal. Donc, il y avait beaucoup de choses qui revenaient sur Luther King ou Rosa Parks, mais j'avais pas du tout envie d'écrire là-dessus parce qu'il y a plein de choses déjà qui sont faites et je vois pas ce que j'aurais pu apporter de plus. Donc c'est vrai que pendant un moment j'étais un peu ennuyée parce que je me disais mais qu'est-ce que tu vas écrire ma pauvre ? Et donc un jour je vais à la médiathèque à Tahiti et je prends un livre de photographie des années 60 aux États-Unis, noir et blanc, super bouquin, super joli. Et je me revois très bien en train de tourner une page et de tomber sur une toute petite photo en bas à droite sur les 9 de Little Rock, avec une toute petite légende de rien du tout. Et je me suis dit, mais c'est une trop bonne idée, cette histoire. C'est vraiment une trop bonne idée. C'est une histoire incroyable. C'est très inspirant. On peut apprendre plein de choses personnellement et avancer sur son propre chemin. En plus, les protagonistes, ce sont des jeunes. Et en littérature de jeunesse, c'est plus simple si les personnages ont l'âge du lecteur pour l'identification. Donc je me suis dit, c'est une super idée. Donc je suis rentrée chez moi hyper contente. Et puis après, je me suis dit, bon, attends, il y a quand même un petit détail que tu oublies, c'est que tu connais rien à cette histoire. Mais bon, comme je suis quelqu'un d'assez travailleur, ça m'a pas trop fait peur. Et je me suis dit, écoute, tu vas essayer. Tu verras bien si tu trouves assez de documentation pour pouvoir écrire là-dessus, en fait.
Et donc, voilà, j'ai commencé à bosser là-dessus. Alors, c'était du travail, hein, c'est sûr. De toute façon, à chaque fois, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. À chaque fois, je prends à peu près... je me rends compte que c'est toujours un peu le même temps. J'ai besoin de 6 à 7 mois, voire 8, pour avoir comment dire, assez de confiance en moi pour me lancer dans le projet. Donc 6 ou 7 mois de recherche documentaire à raison de 5 heures par jour, hein, ça en fait pas mal quand même. Et voilà. Et après, je sens que j'atteins un niveau où je me dis c'est bon, tu peux te lancer. Et après, au niveau de l'écriture, c'était pas très long parce qu'en plus, là pour le coup, c'est une histoire qui existe. Enfin, j'ai repris le fil d'une histoire existante, donc j'avais pas de problème de scénario à inventer, donc c'était pas trop long à ce niveau-là. Donc après, j'ai dû mettre 1 mois et demi ou 2 mois pour l'écriture, à peu près. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je me suis rendu compte de quelque chose en lisant le livre et après en faisant des recherches. Je me suis rendu compte que vous aviez changé le nom des personnages. Et je me demandais pourquoi. Ouais, tu as bien vu. J'ai changé le nom des personnages parce que je prétends pas avoir écrit une histoire vraie, tu vois. Moi, c'est une fiction. C'est inspiré de faits réels. Mais ça reste une fiction parce que, par exemple, mes personnages blancs sont tous inventés. Donc, je me voyais mal mettre des personnages inventés avec des vrais personnages dont j'aurais gardé le nom. Alors parfois il y a des lecteurs qui me disent oui, mais alors les fictions historiques c'est pas bien parce qu'on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est pas vrai. Donc je peux comprendre cette remarque. Et en fait ce que j'ai envie de dire c'est que finalement peu importe. Le truc c'est que j'ai fait assez de recherche et de travail sur la période pour dire voilà, ça aurait pu se passer de cette façon-là. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que cette histoire, elle dépeint fidèlement un contexte, une époque, un système de pensée. Et même si dans le détail, c'est pas tout à fait ça, parce que Grace, elle n'a pas existé, dans le fond, ça reste une histoire qui s'est passée de cette façon-là, parce que on a eu 9 jeunes qui sont rentrés dans un lycée de blancs, que les blancs étaient hyper racistes tous à l'époque. Et c'était, entre guillemets, normal. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Tu vois, c'est une époque et une histoire dans des grandes lignes, même si je l'ai romancé pour en faire quelque chose d'un peu différent. Merci beaucoup. En parlant de Grace, j'aimerais bien savoir ce que vous avez voulu montrer en faisant ce personnage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer ? Je me suis dit, j'espère qu'à l'époque, il y a eu des gens comme ça. Dans les biographies que j'ai lues, des 9 de Little Rock, aucun des 9 ne fait mention d'un blanc qui les aurait vraiment soutenus de manière proactive, à part Melba Pattillo qui parle de son soldat, en fait. Parce qu'en fait, c'était des soldats qui venaient pas du Sud, hein. Ils avaient été envoyés par Eisenhower, mais c'était des gens du Nord. Et en fait, à l'époque, c'est dans le Sud que les ségrégationnistes étaient le plus important. Il y avait plus de gens racistes dans le Sud que dans le Nord, où ils étaient un peu... la mixité, elle était déjà actée depuis quelques temps. Mais dans le Sud, vraiment, c'était là où il y avait les pires racistes. Et donc, elle avait trouvé que son soldat était pas agressif envers elle, et qu'il était même plutôt sympathique. Donc elle en parle bien. Et donc moi je me suis dit, mais j'espère qu'il y a eu des gens comme Grace, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire intervenir ce personnage. D'accord. Aussi, je me posais une question. Je suis pas sûre que ce soit possible, mais est-ce que vous avez rencontré un ou une des 9 de Little Rock ? Alors c'est vrai que j'ai eu pendant un moment ce projet. En plus j'habitais à Tahiti, et Tahiti, États-Unis, c'est vraiment pas loin. Donc je m'étais dit peut-être que je pourrais rencontrer Melba Pattillo. En fait Melba Pattillo, c'est la personne réelle dont je me suis inspirée pour mon personnage de Molly, qui est le personnage central de ce livre. Alors pourquoi j'ai choisi ce personnage-là en particulier parmi les 9 ? Eh bien parce que j'avoue que j'ai toujours été un peu... comment dire ? Je me demandais comment ils étaient tous restés dans cet enfer pendant 1 an. Parce que moi, une journée là-dedans, je reviens pas, quoi.
se faire insulter toute la journée, se faire jeter des trucs à la figure, se faire humilier. Enfin, j'avais du mal à imaginer comment ils pouvaient tenir. Et en fait, Melba Patillot, elle explique très très bien dans sa biographie que sa grand-mère était très croyante, et elle aussi, et que sa grand-mère lui avait dit « Non mais si tu es là, aie confiance, c'est parce que Dieu t'a mise ici ». Et en fait, ça m'a parlé. Alors non pas parce que je suis croyante ou quoi que ce soit, c'est pas la question, mais du coup j'ai compris. Je me suis mise à sa place et je me suis dit ah oui, si c'est vraiment quelqu'un qui a la foi, forcément ce genre de discours, ça peut parler. Et elle s'est dit ok, je suis pas là pour rien, c'est Dieu qui m'a mise ici pour quelque chose. Et du coup, ça me permettait d'avoir voilà un appui pour expliquer pourquoi elle restait dans cet enfer, alors que n'importe qui, enfin moi en premier lieu, serait partie en prenant mes jambes à mon cou, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de ces 9 étudiants après leur année au lycée ? Alors écoute, ce qui est chouette, c'est que la plupart ont fait ce qu'ils voulaient après. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que après cette année-là, toutes les écoles ont fermé, enfin toutes les écoles ont été fermées par le gouverneur qui n'a pas voulu réitérer l'expérience de la mixité parce que c'était trop le bordel en fait dans l'État. Donc toutes les écoles publiques ont été fermées et tous les élèves ont dû poursuivre leurs études soit par correspondance, soit en déménageant dans des endroits un peu plus ouverts d'esprit, on va dire. Mais donc les 9, chacun d'entre eux a pu poursuivre son rêve, et notamment Molly, Melba Patillot, qui est devenue journaliste, une journaliste très reconnue d'ailleurs. Et voilà, donc c'est super. Et je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. Est-ce que je les ai rencontrés ? Tu vois, je parle, après je sais plus ce que je raconte. Et donc voilà, on s'était dit, bah tiens, on pourrait peut-être aller la rencontrer. Et puis je me suis un peu débinée. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je lui dirais, moi, pauvre petite écrivaine de rien du tout. Tu vois, je me serais sentie vraiment... et puis en plus, elle n'aurait pas pu lire mon livre qui n'a pas été traduit en anglais. Donc ça aurait été hyper gênant, quoi, je crois. Mais c'est vrai que ça aurait pu aussi être très bien. Tu as raison. Ok. Et aussi, j'ai lu le passage de l'agression de Grace, et genre, ça m'a un peu choquée. Et je me demandais comment vous avez fait pour écrire ce passage-là. Alors pourquoi ça t'a choquée ? Dans quel sens ? Parce que vraiment, elle est victime d'une agression horrible, qui est faite par des adolescents en plus, même pas par des adultes. Ah, comment j'ai fait ? Écoute, j'en sais rien. Parfois, on me dit, tu vois, parfois on me pose des questions sur ce que j'ai écrit, en me disant pourquoi vous avez fait ça. Et en fait, je ne peux pas répondre parce que ça se fait naturellement. Je ne peux pas expliquer. Parfois, a posteriori, j'arrive à trouver des raisons. Mais sur le coup, quand je le fais, ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi, en fait. Ça se fait un petit peu naturellement. Ça se fait naturellement en fonction de tout ce que j'ai absorbé avant comme connaissance sur comment ça se passe. Et c'est vrai qu'à l'époque, les Blancs qui soutenaient les Noirs, ils étaient considérés comme des traîtres, en fait. Et les membres du Ku Klux Klan, ils étaient très, très violents aussi avec ces gens qu'ils considéraient comme des traîtres. Et aussi, je me demandais si vous avez vu le film sur le Ku Klux Klan ou pas. Alors écoute, moi je suis pas du tout cinéphile malheureusement, et on m'a parlé de plein de films sur ces thèmes-là que j'ai pas vus. Et je crois qu'on m'a parlé aussi d'un film qui parle carrément des 9 de Little Rock, qui doit s'appeler Le Majordome, quelque chose comme ça, mais que j'ai pas vu non plus. Non, je suis pas du tout cinéphile. D'accord. Aussi, je me demandais sur votre processus d'écriture. Est-ce que vous avez des livres qui vous ont en particulièrement accompagné et inspiré en plus du livre de photos ? Pour ce roman-là, tu veux dire ? Non, pas pour ce roman-là. Enfin, j'ai pas souvenir. J'en ai lu pas mal, hein, mais j'ai pas souvenir d'avoir lu un roman qui m'a particulièrement accompagnée pendant l'écriture. Et aussi sur le moment où le Ku Klux Klan il va planter une croix enflammée dans le jardin de Grace, je me demandais, est-ce qu'il y avait eu d'autres cas pour les autres 9 de Little Rock, à part elle, qui ont eu des attaques comme ça ?
Écoute, je ne crois pas. Je crois pas. Et tu vois, à la réflexion, je suis pas sûre que dans la réalité, la croix a été plantée dans son jardin à elle. Je me demande si c'était pas devant les locaux de la NAACP. Je me demande. Mais alors, ça remonte à il y a longtemps l'écriture de ce roman, donc j'avoue que j'ai pas gardé tout en tête. Ok. Et aussi, c'est quoi votre sorte de livre préféré vraiment comme, Alors toi, j'ai retenu que tu aimes les mangas, c'est ça? Et le fantastique. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est ton bouquin préféré en fantastique? Moi, j'aime beaucoup Gardien de Cité Perdue. C'est un Ouais. livre de Shannon Messenger qui parle d'une adolescente qui découvre c'est une elfe. Du coup, elle est transportée dans une sorte de monde parallèle qui représente le monde ici, mais sous forme elfique. Voilà. Donc ça, c'est un manga ou un fantastique? Non, ça c'est un livre fantastique. D'accord, plusieurs tomes? Oui, et il y en a 8. Non, il y en a 9. Il y a le 10e qui va sortir là en novembre. D'accord, elle vous l'a bien vendu. Hein. C'est plutôt le mien qu'il faut acheter après. Hein. Non, alors moi, j'ai pas de genre particulier. Je suis assez bonne cliente. J'aime bien un petit peu tout. Ouais, non, franchement, j'aime bien les livres historiques, les thrillers. Alors après, si, il y a un truc que j'aime pas. Ça, c'est vrai. J'aime pas le fantastique. Désolée. Et j'aime pas non plus les mangas. Pourtant, j'ai essayé, mais non, c'est vraiment pas mon truc. C'est comme ça. Chacun ses goûts, et heureusement d'ailleurs. Voilà, donc moi non, franchement j'aime un petit peu tout. Après, je crois que mes bouquins préférés quand même, ça reste des classiques très classiques. Zola, Maupassant, j'adore, je les relis très souvent. Je crois que ouais, j'aurais rien qui va les détrôner. Après, quand j'avais ton âge, j'avais un livre préféré que je lisais tous les ans. Je crois que je l'ai lu de la 5e à la terminale. Et c'est un livre horrible, hein, mais j'adorais ce livre. Vous l'avez peut-être lu, c'est Le Parfum, très très connu. Et j'ai tellement aimé ce livre, mais c'était, je crois que c'est ma première vraiment grosse claque littéraire parce que tu lis des mots. Alors les mots c'est quoi, hein? C'est des lettres, et les lettres c'est quoi? C'est des petits signes, et ça te projette dans un monde complètement fou. Et dans ce livre, à chaque page, vous avez des odeurs, enfin, c'est d'une sensualité incroyable et d'une noirceur abyssale. Et j'ai adoré ce livre, mais je l'ai lu 1 milliard de fois. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai trouvé dans un carton et je l'ai donné à mon ado en me disant, voilà, je vais lui transmettre un espèce d'héritage. Et puis il l'a regardé d'un air condescendant en disant, fiche-moi la paix, c'est quoi ton truc? Il n'a pas lu. Je l'ai récupéré. J'essaierai avec ma fille dans quelques années. D'accord. Et par exemple, moi à l'école, je suis en train de lire Boule de Suif et j'ai un peu de mal à le lire, puisque sur comment c'est écrit et tout, j'ai un peu de mal. C'est le style d'écriture? Ouais, un peu. Ouais, je sais pas quoi dire là-dessus. C'est vrai que je sais pas à quoi c'est dû. Nous, à l'époque, on n'avait que ça, donc forcément, c'est peut-être pour ça qu'on lisait ça aussi. Et t'étais pas la première qui me dit ça. Et ça me fait penser d'ailleurs, séquence autopromo, que je viens de sortir un album de Maupassant, qui est en fait une adaptation d'une nouvelle de Maupassant qui est géniale, qui s'appelle La Parure. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et je l'ai adaptée en album pour peut-être me dire, bah voilà, tu vois, les gens comme toi qui ont un peu de mal, en lisant une adaptation, peut-être que ça peut aussi les aider après à revenir au vrai texte, entre guillemets. Moi, je trouvais que c'était une idée intéressante, on verra. Ouais, par exemple, moi, j'ai lu La Parure en classe et j'ai vraiment adoré. Je préfère vraiment ça à Boule de Suif, genre. Et pourtant, c'est la même écriture. Oui, mais j'ai bien aimé la chute à la fin. Ouais, la Boule de Suif, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. C'est dur. C'est souvent très dur avec Maupassant. Et aussi, je me demandais si vous avez des projets après comme livre, après l'album. Alors écoute, là, il y a un roman qui vient de sortir chez Casterman, un roman basé sur des faits réels aussi, un peu comme Sweet 16, qui s'appelle Des sauvages et des hommes. C'est aussi une histoire vraiment pas glorieuse, mais qui n'est pas assez connue, malheureusement. Ça raconte, donc ça se passe en 1931, et ça raconte un moment du passé colonial de la France.
entre autres choses horribles. Là, c'était un moment où on a fait venir des Kanaks, donc de Nouvelle-Calédonie, pour leur dire qu'ils allaient venir parler de leur culture à Paris. Donc on leur a fait miroiter un peu un super voyage culturel. Et en fait, quand ils sont arrivés, on les a mis dans un enclos en face des crocodiles, avec une pancarte cannibale. Et c'était une attraction comme une autre, quoi. Et c'est une histoire vraiment affreuse, et moi qui m'avait bouleversée quand je l'avais entendue la première fois, parce que moi j'adore l'Océanie. Voilà, j'ai habité plusieurs fois à Tahiti, et même si ça se voit pas, je me sens vraiment tahitienne à l'intérieur. Je devrais pas dire ça, mais c'est vrai que j'aime tellement cette culture, j'aime tellement la société océanienne, que peut-être que cette histoire-là m'a encore plus bouleversée que d'autres. Et du coup, j'ai voulu écrire sur cette histoire. Donc, je vous cache pas que c'était aussi un boulot, un gros boulot de parler de cette histoire-là, de trouver des documents d'époque et tout. Mais c'était vraiment extrêmement intéressant, et j'ai adoré écrire cette histoire, et je suis très fière de ce livre qui permet de parler, voilà, de non-dits de l'histoire de France, mais qu'il faut, je pense, connaître. Voilà. Donc ça vient de sortir. Je t'avoue que quand j'écris un gros roman comme ça, après j'ai quand même un peu besoin de me reposer psychologiquement. Donc entre-temps, je me suis pas trop reposée parce que j'ai déménagé. J'habitais en Martinique jusqu'il y a quelques mois. Et là, je viens d'emménager à Pontarlier. Donc déjà, il a fallu me faire au choc thermique. Donc, ça m'a pris déjà quelques semaines. Et sinon, je viens de recommencer un nouveau travail, oui, sur le cyberharcèlement. Donc quelque chose de pas du tout historique pour le coup, mais voilà, de plus, la graine, puisqu'on parlait de graines tout à l'heure, je l'ai eu dans mon quotidien avec ma fille qui vient de rentrer en 5e et qui me harcèle. C'est elle qui me harcèle pour avoir un téléphone. Et elle n'en a pas, toujours pas. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a beau, en tant que parent, faire de la prévention, quand on parle à ses enfants, ça ne marche pas du tout. Ils s'en fichent complètement. Ce qu'on dit, on est vraiment des vieux rabat-joie, puis on n'y connaît rien. Et pourtant, ils sont super naïfs, nos enfants, par rapport à ça. Même s'ils n'ont pas envie qu'on leur dise qu'ils sont naïfs. Et donc, je me suis dit, si j'écris une histoire là-dessus, un roman là-dessus, peut-être que ça passera mieux, le discours. Et du coup, je lui ai fait lire. Bon, c'est en cours, hein, parce que mon éditrice ici présente me demande de faire plein de modifications. Non, mais elle a raison. Et donc, je lui ai fait lire. Et elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dite, ma fille, c'est je ne sais pas si j'ai toujours envie d'avoir un téléphone. Donc, je me suis dit, bon, bien sûr, ça a duré une demi-journée, hein, parce que le lendemain, elle me redemandait d'avoir un téléphone. Mais je me dis quand même, il en restera toujours plus que si c'est juste moi qui lui fais comme ça de la prévention, attention. Donc, voilà. Donc, ça, tu vois, je vais retravailler un petit peu. Et normalement, si tout va bien, ça sortira l'année prochaine. Et puis, entre-temps, j'ai aussi d'autres choses qui vont sortir pour les plus petits. Voilà. Et puis après, il faut que je retrouve une autre graine. Ok, j'ai plus trop de questions, mais j'en avais une dernière quand même. Je me demandais si, quand vous avez commencé à écrire, vous avez pensé à prendre un nom de scène plutôt que votre vrai nom. Un nom de scène Enfin, non. un nom de scène. On a compris. Non. Écoute, j'ai jamais pensé à ça. Non. Maintenant, mes enfants, ils râlent un peu parce que, comme avec mon compagnon, on n'est pas mariés, mes enfants, ils ont le nom de leur papa. Et parfois, ils se disent « Ah, mais on aimerait bien avoir ton nom, comme ça on pourrait un peu crâner à l'école, au CDI, parce que parfois on dit que t'es notre mère, ils ne nous croient pas, donc il faut qu'on en mette des preuves. Là, on aimerait bien s'appeler comme toi. » Donc non, j'ai juste gardé mon nom à moi. Ok. Je pense qu'on peut l'applaudir pour ces questions. Dans quelques années, elle sera sur le plateau de la Grande Librairie. Retenez bien son visage. J'espère. Merci beaucoup, Lily. Merci à vous.